Ok, bonsoir à tous. Nous sommes maintenant en direct sur la plateforme Zoom et sur notre page Facebook. Donc, nous allons pouvoir démarrer. Excusez-nous pour ces quelques minutes de retard. Ali, je te laisse la parole. Ali, tu m'entends? Il faut activer le son, Ali. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Ali. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ahmed, merci de nous rejoindre. Bonsoir, chers participants. Nous sommes encore heureux de vous avoir sur la conférence d'Onegrin. Désolé pour le léger retard que nous avons accusé et pour les petits soucis techniques. C'est ce que nous avons l'habitude de dire. On espère que la technique nous permettra de vous donner le meilleur des programmes possibles. Aujourd'hui, nous avons un entrepreneur avec nous. Et comme on a l'habitude de le dire, le programme n'invite pas seulement des experts métiers ou euh, seulement des acteurs du développement autres que les entrepreneurs. Nous avons pensé pour vous un programme très consistant sur 5 semaines. Et là, nous avons déjà fait 3 semaines, nous sommes dans la 4e semaine. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux à participer ici sur Zoom et aussi sur les réseaux sociaux et que vous répondez toujours aux formulaires d'évaluation qui permettront de vous donner la certification au bout du programme. Donc, je pense qu'on n'a plus besoin de rappeler les règles. Elles ont été assimilées pour la plupart et je vous souhaite d'avoir une très bonne conférence. Je laisse la parole à la responsable pédagogique du programme, Elodie. Oui, merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, c'est déjà la 4e semaine. Nous sommes dans le 4e module qui s'intitule « Enjeux et opportunités liés aux défis climatiques dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et des déchets ». En introduction de ce module, nous avons eu un enseignant-chercheur qui nous a parlé du cycle de l'eau et des changements climatiques et a réussi à nous montrer toutes les certitudes et les incertitudes liées à ce cycle de l'eau et dans quelle mesure il était important justement de pouvoir trouver des solutions pour améliorer l'accès à l'eau à la fois de façon quantitative et qualitative. Et ce soir, notre invité est Ahmed Yo. Il est entrepreneur au Burkina Faso et je le remercie déjà d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, je voudrais donner quelques chiffres que je trouve assez alarmants, des chiffres des Nations Unies. Les Nations Unies ont publié un rapport dans lequel ils affirment que 40% de la population mondiale est déjà touchée par une pénurie d'eau, que 80% des eaux usées sont rejetées sans traitement dans l'environnement, que plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et que plus de 4,5 milliards de personnes ne disposent pas des services d'assainissement adéquats. Ces chiffres-là montrent justement l'ampleur des défis en ce qui concerne l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et l'on sait aussi que les changements climatiques risquent encore d'empirer cet état de fait. Ce soir, nous parlerons plus d'accès à l'eau potable avec notre invité. Donc, je vais juste prendre 1 ou 2 minutes pour te présenter, Ahmed. Tu es biochimiste spécialisé en eau et en assainissement. Et après une dizaine d'années d'expérience dans le secteur de l'eau et de l'hygiène hospitalière, tu as souhaité lancer ta propre structure pour répondre aux besoins sanitaires, pour commencer dans ton pays, au Burkina Faso, pour réussir à contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Donc, tu as fondé l'entreprise sociale Bilada, une entreprise qui contribue à la réduction durable des risques de propagation des maladies hydriques et des infections associées aux soins dans les communautés vulnérables d'Afrique subsaharienne. Alors effectivement, dès qu'on parle d'accès à l'eau potable, on va aussi beaucoup parler des questions de santé. Et donc, on est vraiment très heureux de te recevoir dans ce cycle de conférences pour
voilà, comprendre ce qui t'a motivé, pourquoi tu t'es engagé et justement comment tu cherches à relever ce défi à travers l'entrepreneuriat. Le but de ces conférences d'Oni Green, c'est d'informer, de sensibiliser les participants, mais aussi leur donner des pistes d'action, des idées pour à leur tour entreprendre dans leur carrière, que ce soit dès aujourd'hui ou les prochaines années. Alors, merci pour ton temps et on va te laisser la parole pour partager ton expérience. Et puis, bien sûr, il y a aussi ce temps d'échange avec les participants pour justement favoriser cet échange que nous aimons beaucoup. Merci beaucoup et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Elodie, pour cette présentation. Je pense que je n'ai plus grand-chose à dire sur moi après ce que tu as dit. Alors, tout est dit, effectivement. Je suis du Burkina Faso. Je suis le directeur exécutif de Bilada. Je vais juste compléter ce que c'est que Bilada pour moi. Bilada, c'est le rêve d'une autre Afrique. Ça veut dire tout simplement enfant jovial. Vous savez, quand on dit l'Afrique, tout de suite, on voit l'enfant malnutri soudanais, l'enfant malnutri euh, africain de façon générale. C'est cette image qui peut renvoyer à l'Afrique. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui et les générations de demain doivent travailler à changer cette image de l'Afrique. C'est pour ça que nous avons lancé l'entreprise Bilada qui veut tout simplement dire enfant jovial. Enfant jovial, c'est-à-dire que nous voulons maintenant présenter, rendre une image, un petit souci. Vous m'entendez bien? Oui, oui, c'est bon. Je peux Ça marche continuer? très bien pour nous. D'accord. Donc, enfant jovial, c'est ce rêve d'une autre Afrique, une Afrique qui tranche avec son image traditionnelle d'enfant malnutri. Alors, ce n'est pas juste un rêve, ça doit être concrétisé en actes. Et lorsque nous analysons la situation dans le domaine de notre secteur, en tant qu'acteur de l'eau et de l'assainissement, nous nous sommes dit, nous pouvons apporter quelque chose parce que la malnutrition chez les enfants, dans 2 tiers des cas, il y a une diarrhée sous-jacente. Et qui dit diarrhée dit mauvais accès à l'eau, mauvais accès à l'hygiènement, manque d'accès à l'assainissement. Et c'est ainsi que nous avons mis en place cette entreprise-là pour essayer au mieux d'apporter un changement, d'apporter à la base de la pyramide un meilleur accès à de l'eau potable et aussi de meilleures conditions d'hygiène dans les centres de santé les plus vulnérables dans notre pays. Alors donc, voilà résumé ce que c'est que Bilada. C'est vraiment le navire sur lequel nous avons embarqué pour apporter notre part de changement pour la base de la pyramide en Afrique. Est-ce que je peux t'interrompre juste pour, parce que c'est la première fois qu'on entend le concept de base de la pyramide dans ces conférences. C'est très important de le définir. Est-ce que tu peux le présenter aux participants? Alors, pour moi, la base de la pyramide au Burkina Faso, c'est simple. Hein. Je vais juste prendre l'exemple de l'accès à l'eau au Burkina Faso. Au Burkina Faso, vous avez 8% de la population qui ont des branchements à domicile, des robinets distribués avec le service d'eau public. Les 92% restants, les plus nombreux, les plus pauvres, les moins nantis, les plus vulnérables, sont dans les villages, dans les périphéries et n'ont pas cet accès privilégié donc à cette eau de qualité. Donc, la base de la pyramide, pour moi, c'est la masse populaire qui est tout en bas, les moins pauvres et les plus pauvres et les plus vulnérables. Voilà. Et ce sont encore eux les plus nombreux. Donc, c'est ce que moi j'appelle la base de la pyramide. Voilà. D'accord, merci, parce que je suis sûre que cette question allait arriver. Donc, nous y avons déjà répondu. Merci. OK. Du coup, je vais vous remercier de m'avoir associé donc à ce programme et j'espère que mon intervention va permettre de lancer le déclic chez d'autres personnes et qu'ensemble, nous puissions voir naître des entreprises qui essayent d'apporter des solutions au quotidien pour cette base de la pyramide dont nous parlons. Alors, il faut dire qu'en matière d'accès à l'eau potable, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez la présentation, quand vous voyez la carte mondiale pour les pays qui ont réussi les objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015,
c'est-à-dire ceux qui ont pu atteindre une couverture d'au moins 75%, ben, vous voyez, la carte, elle est bleue pratiquement sur tous les continents, sauf en Afrique. Voilà. Alors, attends, je t'interromps, puisque c'est moi qui vais partager la présentation, n'est-ce pas? Oui, je crois. Alors, attends, alors je lance. Est-ce que, Ali, tu peux nous aider? Est-ce que vous voyez bien la présentation? Donc, c'est la diapo suivante. Voilà. Donc, vous voyez bien la carte mondiale. Près de 60% des gens qui consomment encore de l'eau de surface sont en Afrique. Voilà. Il y a peut-être quelques jaunes sur certains pays d'Asie, mais le problème, il reste un défi pour l'Afrique au sud du Sahara. Donc, c'est cette jeunesse-là qui est concernée, c'est cette jeunesse-là qui doit trouver des solutions pour répondre donc à ce défi-là. Voilà. Donc, c'est un défi J'avance? important. Oui. Voilà, c'est Pour un m'aider, défi hein. important en avance. OK. Ok. Donc, pour ce qui est du Burkina Faso, le cas particulier du Burkina Faso, il faut dire qu'avec les objectifs de développement durable aujourd'hui, l'UNICEF et l'OMS ont défini ce qu'on appelle l'accès à des services d'eau gérés de façon sécurisée comme étant le top de l'accès à l'eau potable. Bien sûr, il y a l'accès à des points d'eau améliorés qu'on appelle encore l'accès à des services élémentaires. Mais aujourd'hui, ce que nous recherchons pour chaque individu, afin qu'il remplisse son droit à l'eau, c'est que nous puissions avoir de l'eau de façon continue, en quantité suffisante et de qualité suffisante. Et pour cela, il faut avoir des branchements particuliers chez soi. Et malheureusement, au Burkina Faso, dans mon pays, il y a encore 3 300 000 Burkinabés qui n'ont toujours pas accès à ces points d'eau améliorés que nous avons appelés forages, puits à grand diamètre ou robinets. C'était l'objectif c'était les objectifs à l'horizon 2015. Aujourd'hui, pour ce qui est de l'accès même à des services d'eau gérés de façon sécurisée, il y a 92% de la population qui n'y ont pas accès. Donc, il n'y a que 8% des Burkinabés qui ont des robinets chez eux, mais je ne vous dis pas qu'ils ont accès à des services gérés de façon sécurisée parce qu'il faut encore contrôler la qualité de cette eau. La conséquence sanitaire, elle est sans appel. C'est les maladies diarrhéiques qui sont la troisième cause de morbidité et parfois la deuxième cause de mortalité, seconde cause de mortalité. Quand je dis seconde cause, c'est que dans tout cas de décès, il y a toujours une diarrhée sous-jacente. Que la personne soit décédée d'un paludisme ou de toute autre maladie, il y a parfois des diarrhées sous-jacentes qui ont affaibli de façon chronique les personnes, de telle sorte que leur, leur immunocompétence a baissé, ce qui fait qu'ils sont facilement tués par d'autres maladies un peu plus visibles comme le paludisme. Mais il y a toujours une diarrhée sous-jacente dans la plupart des décès en Afrique. Alors, cette situation ne s'arrange pas avec donc, les changements climatiques. Il faut dire que les dérèglements climatiques induits donc, par le réchauffement global de la Terre vont de la variabilité des régimes pluviométriques à, des sécheresses, en passant donc au gré par des baisses de précipitations ou au contraire par des hausses de précipitations. Donc la conséquence de ces dérèglements-là, c'est que quand vous prenez les variabilités des régimes pluviométriques saisonniers, c'est l'approvisionnement même des ressources en eau qui peut baisser. Et quand vous prenez la baisse des précipitations et la sécheresse, c'est ce que je disais, donc la hausse des températures, elle peut induire aussi une augmentation des besoins en eau, de la consommation en eau, et donc beaucoup plus d'emprise sur les ressources existantes. Et les hausses de précipitation aussi, les hausses de précipitation peuvent elles également entraîner des destructions des systèmes de services d'eau. Donc, avec les inondations, c'est plus facile, la pollution est plus facile. C'est-à-dire que les forages peuvent être facilement pollués, peuvent être noyés, et dans un contexte où l'assainissement est très faible, il va de soi que les latrines, le peu de latrines qui existent, soient noyées et contaminent facilement les points d'eau.
Donc, c'est dire que les dérèglements climatiques accentuent encore la problématique de l'accès à l'eau qui est déjà pas réduisante en Afrique du Sud, en Afrique subsaharienne. Alors, la situation n'est pourtant pas désespérée. Il y a des solutions et elles sont nombreuses. Elles vont donc de l'ordre de meilleure planification au niveau des États pour tenir compte donc de ces situations de dérèglement climatique, à l'implication même des populations pour atteindre cet objectif d'eau, d'accès à de l'eau gérée de façon sécurisée. Nous avons choisi celle qui implique donc le, le, le ménage, c'est-à-dire que remettre le ménage comme acteur dans l'accès à une eau consommable de façon sécurisée. Donc, il y a des chercheurs comme Futrell qui ont démontré que, en matière d'intervention WASH, le traitement de l'eau au point d'utilisation, comme vous voyez sur la carte où j'ai mis le drapeau de mon pays, c'est la seconde action la plus impactante après le lavage des mains à l'eau et au savon. Donc, le traitement de l'eau au point d'utilisation est la meilleure des interventions WASH pour réduire les maladies diarrhéiques chez les enfants de 0 à 5 ans. Donc, il n'y a pas eu que cette étude-là, il y a eu d'autres études menées par Cochrane aussi qui prouvent à peu près la même chose, qui donnent des chiffres à peu près pareils. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi comme première action de faciliter l'accès à ce geste simple-là. Parce qu'il ne faut pas le dire, le contexte subsaharien est marqué par une faible industrialisation. Une faible industrialisation, ce qui fait que nous avons tendance à importer tout. La plupart du temps, tout est importé. Donc, la production locale est très faible, ce qui fait que les besoins locaux n'ont pas de réponse toujours adaptée. Et nous avons donc choisi de choisir, de donner des réponses qui peuvent être mises en œuvre localement. Celui du traitement de l'eau au point d'utilisation. Alors, donc, l'OMS considère que c'est vraiment une mesure de protection sanitaire et nous pensons que à travers ce geste-là, nous replaçons le ménage dans sa dignité, contrairement au système d'ONG humanitaires qui viennent tout donner. Nous replaçons le ménage dans sa dignité en lui permettant donc de participer de façon efficace, participer par elle-même, de façon pérenne et de façon durable pour un meilleur accès à l'eau potable. Donc, la solution, c'est quoi? Nous proposons donc des solutions chlorées et avec des flacons qui sont adaptés à l'utilisation des communautés pour le traitement de l'eau au point d'utilisation. Donc, en gros, nous sommes les premiers au Burkina Faso à nous spécialiser dans la production de désinfectants pour le traitement de l'eau. Et nous avons une formulation stable dans les conditions locales, c'est-à-dire nous avons tenu compte des températures qui sont extrêmes dans notre région et nous avons aussi une bonne acceptation socio-culturelle parce que nous avons constaté que les communautés ont parfois peur d'utiliser les pastilles de chlore pour le traitement de l'eau parce qu'elles pensent que c'est des pilules contraceptives et ils préfèrent utiliser le liquide. Donc, c'est vraiment la formule qui est adaptée. Donc, aujourd'hui, Bilada, c'est quoi? Qu'est-ce que nous avons fait en tant qu'entreprise? En 2017, nous avons pris donc le temps de chercher à connaître notre communauté. Nous avons cherché à connaître leurs habitudes pour leur proposer le produit adéquat. En 2018, nous avons sorti notre premier prototype et en 2019, nous avons commencé la distribution. Aujourd'hui, il faut dire que nous en sommes à 2 unités de production, une dans la région du centre-est, une dans la région du centre-est, une à Ouagadougou et un déploiement sur 3 régions du pays. Alors, ce n'est pas la croissance que nous avions prévue sur 3 ans. Nous pensions avoir couvert tout le Burkina Faso sur 3 ans et que nous serions donc en train de conquérir, de répliquer le modèle dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. Mais nous en sommes encore là. Nous avons, en tout cas aujourd'hui, on peut fièrement se targuer de pouvoir contribuer au moins à apporter de l'eau potable à au moins 2000, 3000 ménages chaque année au Burkina Faso.
C'est un petit début, mais nous espérons que cela ira croissant. Alors, aujourd'hui, dans notre équipe, il y a moi qui suis biochimiste, mais nous avons également 5 employés permanents, dont le chef d'agence qui est dans la région du Centre-Est, un point focal dans la région du Centre-Ouest, et puis une commerciale dans la région du Centre et des assistants de production. Bon, bien sûr, derrière cette équipe permanente, il y a des employés journaliers qui sont payés donc au jour. Il y a des bénévoles qui partagent l'idée de Bilada et qui apportent leur contribution selon donc leur spécialité, leur spécialisation pour le fonctionnement de Bilada. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je préfère les phases et questions parce que pour les présentations, j'ai l'impression de parler seul. Mais si les gens parlent, je sais que ce qu'ils veulent entendre, ce sera plus facile d'échanger. Voilà. Tout à fait. Alors, j'arrête de partager l'écran. Il y avait une première question que je vais poser. Dianda qui demande pourquoi avez-vous dit, ou en tout cas pourquoi, les femmes et les enfants sont plus concernés par les maladies à transmission féco-orale? Alors, pourquoi les femmes et les enfants sont-elles plus concernés par les maladies à transmission féco-orale? Alors, il faut dire que les enfants sont en train de construire leur système immunitaire. Les êtres vivants ne naissent pas avec un système immunitaire, ils le construisent au fur et à mesure des microbes qu'ils rencontrent, ce qui fait des enfants une population vulnérable. Alors, ils sont vulnérables parce qu'ils sont en train de construire leur système immunitaire. En général, après 5 ans, vous voyez que les maladies diarrhéiques chez les enfants commencent à se résorber. Alors, pourquoi les femmes? Il faut dire que dans nos sociétés, le pouvoir d'achat est entre les mains des hommes. Il est entre les mains des hommes et les hommes ont plus facilement les moyens de s'acheter des sachets d'eau, des bidons d'eau à boire, alors que les femmes en général sont à la maison et consomment l'eau qu'elles ont puisée soit au forage, soit au puits. Ça, c'est un fait. Et deuxième fait aussi, c'est que les femmes sont plus enclines à aller dans les centres de santé quand elles sont malades que les hommes. Les hommes ont tendance à marcher avec leur maladie, et ce qui fait que les statistiques peuvent être aussi biaisées. Cela ne signifie pas que les hommes ne font pas de maladies diarrhéiques, mais ils ont tendance à vivre avec de façon chronique jusqu'à ce que le pire arrive, jusqu'à ce qu'on atteigne les situations les plus graves où ils doivent être hospitalisés, peut-être parce que les salmonelles ont déjà perforé les intestins et il faut faire des opérations. Donc, c'est peut-être ce qui fait que nous avons tendance à penser que les femmes et les hommes sont les plus concernés. Dans mon pays, 88% des personnes qui ont consulté pour des maladies diarrhéiques sont des femmes et des enfants. Les hommes ne sont concernés qu'à 22%. Voilà. Donc, maintenant, je pense qu'on peut trouver différentes explications à cela. Je n'en ai donné que 2 ici, mais je pense qu'il y a beaucoup d'explications. Je vais inviter tous ceux qui ont des questions à lever la main, comme ça j'ouvrirai les micros. Mais avant d'ouvrir le micro de Abdoulaye Dembélé qui a levé la main, je voulais demander à Ahmed, est-ce que tu as un échantillon de ton produit ou je crois que c'est qu'on le voit derrière toi là sur. Ah oui, c'est vrai. Voilà, exactement. Oui, c'est Parfait. ça. Alors, c'est vendu comment? C'est vendu où et à quel prix en fait? Est-ce que c'est accessible justement aux plus vulnérables, à ceux à qui tu t'adresses? Oui, effectivement. Aujourd'hui, Bilada est disponible dans les pharmacies de la place, les officines pharmaceutiques de la place. Nous sommes en contrat avec Laborex Burkina, qui est un distributeur pharmaceutique, donc qui permet donc aux produits d'être distribués dans n'importe quelle pharmacie au Burkina Faso. Le produit est également présent dans les boutiques, dans les alimentations. J'ai ouvert un micro. Oui, il y a un micro où il y a un enfant. Tu as compris qu'on parlait de lui. Voilà. 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 Donc, le produit, il est vendu en pharmacie, il est vendu dans les administrations. Ce que nous avons pu faire dans la première année, question logistique, cette année, nous nous sommes attaqués vraiment au milieu rural
avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, nous avons dans la région du Centre-Ouest, avec les agents de santé communautaires, mis en place un système de vente, de distribution directement dans les communautés en prenant pour relais les agents de santé à base communautaire. Donc, voilà ce que nous avons fait aujourd'hui pour pouvoir atteindre de façon géographique le milieu rural. Ensuite, le prix du produit, le produit coûte actuellement 1000 francs et il permet de désinfecter l'eau de boisson pendant 1 mois pour un ménage de 7 personnes. 7 personnes, pourquoi? Parce qu'au Burkina, la taille moyenne des ménages, c'est 7 personnes. Et nous avons pensé donc qu'un ménage pouvait facilement dépenser 1000 francs par mois pour accéder à l'eau potable. Notre objectif, ce n'est pas de le vendre à 1000 francs. Nous espérons qu'avec la croissance, les prix puissent baisser à la longue. Parce que, je l'ai dit, notre problème, nous ne sommes pas un pays industrialisé. Il faut pratiquement tout importer. Les flacons sont importés, et les étiquettes, c'est fait sur place, mais la matière première est importée. Donc, ce sont ces produits-là, c'est l'emballage qui nous coûte cher en réalité. Sinon, notre objectif, c'était de vendre le produit 2 fois moins cher que son prix actuel. Mais nous espérons qu'avec le temps, nous puissions faire baisser encore les coûts. D'accord, très bien. Alors, je vais laisser la parole à Abdoulaye Dembélé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir, vu votre exposé, j'ai constaté comme quoi vous soutenez que l'eau est certainement la base de tous les cas de diarrhée. Si cela est vrai, peut-être démontrer-le moi. Parce que je me dis souvent qu'il y a ces aliments qui peuvent provoquer cela. Ça vous fait rire déjà. Et puis ensuite, la deuxième question, c'est surtout nos pays en voie de développement. À travers la carte que vous avez montrée de l'Afrique, on constate que nous sommes implacablement reliés à cette histoire d'eau sale que nous consommons tous les jours. Maintenant, la question que j'aimerais poser, c'est plutôt, est-ce que nos branchements d'eau, le robinet si vous voulez, ça veut dire qu'à travers lesquels nous nous branchons dans les quartiers, parce que moi je suis à Bamako, donc nous sommes reliés à ce qu'on appelle la SOMAGEC, ça veut dire que la Société Malienne de gestion de l'eau potable. Nous sommes reliés à ces branchements-là. Parce que très souvent, nous voyons nous recevons de l'eau insalée venant de ces tuyaux-là. Donc, est-ce que ces eaux-là aussi sont aussi contaminées et qui contribuent aussi à élargir cette implacabilité d'eau sale au niveau, sur ta carte, bien sûr. Voilà, merci. C'est ce que je voulais dire. OK, merci pour votre question. Alors, très bonne question. Je vais répondre avec une vieille phrase de Louis Pasteur qui dit que nous buvons 80% de nos maladies. Nous buvons 80% de nos maladies. Alors, je ne dis pas que toutes les maladies diarrhéiques sont dues à l'eau que nous buvons. Mais quand nous disons l'eau potable de façon générale, c'est aussi bien l'eau que vous utilisez pour faire votre vaisselle, c'est l'eau que vous utilisez pour cuire vos aliments, laver vos fruits. Alors, si ces eaux-là sont sales, mais évidemment, vos aliments aussi seront sales. Et l'eau que nous buvons, parce que nous buvons quand même beaucoup d'eau par rapport aux aliments, je pense qu'on boit au moins 2 litres d'eau par jour, surtout quand on est dans un pays chaud comme les nôtres. Nous buvons beaucoup. Et l'eau, la qualité de l'eau, la qualité des aliments sont les principales causes de ces maladies diarrhéiques-là. Voilà. Donc, c'est vraiment une façon globale de voir ce qui rentre par la bouche quand nous disons l'eau. Parce que si vous n'avez pas de l'eau potable, vous n'allez pas rendre vos aliments non plus sains. Alors, maintenant, pour la situation du service d'eau publique de Bamako, je ne peux pas m'aventurer à répondre à votre place. Vous êtes consommateur, vous prenez de l'eau à votre robinet, vous êtes capable de vous référer à vos sens aussi, parce que quand on dit de l'eau potable, selon la définition même de l'OMS,
c'est non seulement une eau qui ne vous rend pas malade, mais c'est aussi une eau qui agrée son consommateur. Si déjà la couleur de l'eau ne vous plaît pas, si l'odeur de l'eau ne vous plaît pas, alors vous ne pouvez pas considérer cette eau comme de l'eau potable. Voilà, parce que en plus des critères d'absence de risque sanitaire, il y a le fait que l'eau doit agréer son consommateur. Alors, maintenant, est-ce que l'eau que le service d'eau publique distribue de façon générale dans les pays d'Afrique subsaharienne est potable? Ça, c'est une question vraiment piège. Je ne vais pas me mettre les autorités à dos, mais il y a des moments où les robinets ne donnent pas de l'eau potable. Vous ouvrez l'eau, vous voyez, c'est de l'eau rougeâtre qui sort. Et il y a des moments où donc, ces robinets-là peuvent être contaminés, peut-être parce qu'il y a des fuites dans la tuyauterie, ou tout simplement peut-être parce que les branchements même à votre domicile, les robinets que vous avez placés chez vous, peuvent être aussi contaminés. Alors, pour le cas de mon pays, par exemple, où je connais bien les choses, quand vous prenez les grandes villes, il y a des stations de traitement d'eau qui font passer donc de l'eau chlorée dans les tuyauteries. Donc, cette eau chlorée-là a plus de chances de rester potable jusqu'à vos robinets. Mais cela n'est pas valable pour les petites villes du pays. Et ils ont certes des robinets, des branchements chez eux, mais c'est en général des eaux qui viennent de forages à grand débit, qui sont confiées à des fermiers. Et ces fermiers-là, c'est souvent des hommes d'affaires à Ouagadougou. Et la chloration de l'eau, ce n'est pas toujours pleinement suivi. Et nous avons fait des tests dans certaines villes, nous avons constaté que l'eau de robinet n'était pas chlorée, quoi. Donc, je ne peux pas savoir si c'est valable sous d'autres cieux, mais c'est ce que moi j'ai constaté. Pour les petites villes, il arrive que donc l'eau des services publics ne soit pas chlorée. Alors que pour des eaux distribuées en réseau, ça doit être chloré de façon permanente, sinon il y a un risque de contamination évident. Est-ce que ça répond bien à votre question? Le micro a été coupé, mais Okay. s'il veut répondre, en tout cas. Oui, oui, je suis là. D'accord. Oui, effectivement, je suis satisfait. Je comprends comme quoi il va falloir qu'on fasse beaucoup attention, qu'on mette un peu nos sens aussi dans la bonne voie pour pouvoir constater l'aspect de l'eau avant de la consommer. Alors, merci beaucoup. Mais est-ce qu'il arrive que de l'eau minérale aussi soit contaminée? Parce qu'il y a des dates de péremption et tout ça. Et au-delà de ça, est-ce qu'on peut la boire au-delà des dates de péremption? Parce que ça peut arriver. OK. La communication a grésillé vers la fin, mais je pense que votre question, c'est de savoir si vous pouvez vous fier à l'eau minérale en sachet ou à l'eau minérale en bouteille. C'est bien ça? Tout à fait, c'était bien la question. Et juste pour préciser, Ahmed, il y a plusieurs participants qui demandent si vous pouvez parler un petit peu plus fort. Ça serait mieux. OK, vous voulez que je parle un peu plus fort? Si possible. Et là, vous m'entendez mieux? Moi, j'entendais très bien, mais plusieurs ont signalé que ce n'était pas assez fort. Alors, sa question, c'est... D'accord. Sa question, c'est peut-on se fier à l'eau minérale en sachet ou en bidon? Alors, moi, je pense que je ne peux pas répondre de façon générale à cette question. C'est peut-être de vous fier aux résultats d'analyse des laboratoires de santé de vos pays. Est-ce que ces eaux-là sont contrôlées par les institutions publiques de votre pays? Et est-ce que vous avez accès aux résultats d'analyse de ces eaux-là? Sinon, de façon générale, on ne peut pas exclure que de l'eau en sachet ou de l'eau emballée dans un bidon puisse être contaminée. Ça dépend des conditions dans lesquelles ça a été emballé. Ça dépend donc de la source de l'eau, de l'origine de l'eau. Et chose encore plus grave, c'est que quand vous prenez les eaux en sachet, je ne sais pas si c'est valable chez vous, mais il y a des études qui montrent que pour certains sachets d'eau, il arrive que on retrouve des perturbateurs endocriniens qui passent du sachet à l'eau. Alors, et ces perturbateurs endocriniens qui se retrouvent dans les sachets-là, bon, normalement,
ce type de sachet est interdit d'utilisation par l'OMS, mais vous connaissez les réalités de nos pays. Quand les commerçants vont chercher les sachets, ce n'est pas évident que nos institutions, nos structures soient capables de savoir si ces sachets-là sont exempts donc, de ces produits chimiques qui peuvent être toxiques pour nous. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que de plus en plus, il y a des études qui montrent que ces sachets d'eau-là, il y a des perturbateurs endocriniens qui peuvent passer dans l'eau et ouvrir la voie à d'autres types de maladies plus graves encore que les maladies diarrhéiques dont nous parlons. Je pense justement à des trucs comme le diabète, les hypertensions, la stérilité et plein d'autres maladies qui sont liées donc au fonctionnement hormonal. Alors, donc, moi, je ne recommande pas l'utilisation des eaux en sachet. Si c'est mon avis personnel que vous avez souhaité avoir ici, maintenant je me mets à dos tous les vendeurs d'eau en sachet, mais bon, je m'assume. On est entre nous. Ils ne nous entendent pas. Je pose la question de quelqu'un avant d'ouvrir le micro de... Attendez, je suis perdue. De Isiaka Doumyon. Mais avant cela, est-ce qu'on peut répondre à la question de Amadou Diallo qui demande est-ce que le produit Bilada est certifié et si oui, par quelle organisation? Alors, est-ce que le produit Bilada est certifié? Actuellement, nous avons soumis notre produit au contrôle du Laboratoire national de santé publique du Burkina Faso. C'est-à-dire que nous avons une convention de collaboration avec eux pour des contrôles mensuels. Donc, une fois dans le mois, de façon sans nous prévenir, ils peuvent passer faire des prélèvements pour contrôler la qualité du produit. Alors, nous n'avons pas encore entamé des démarches pour avoir des certifications UEMOA. C'est des trucs qui vont venir parce que, comme nous l'avons dit dans notre modèle, nous espérons pouvoir nous répliquer dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, la collaboration peut être ouverte avec des partenaires qui sont actuellement en ligne, mais pas tout de suite, quoi. Mais on peut déjà commencer les échanges parce que ça demande des moyens. Et on essaie, nous, on est en train d'essayer d'exister financièrement d'abord. D'accord. Mais donc, c'est auprès du Laboratoire national de santé publique que vous pouvez certifier que le produit potabilise réellement l'eau, n'est-ce pas? Oui. Donc, oui, très bien. Je laisse la parole à Isiaka. Ok, bonjour. 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 Oui. Bonjour. Moi, j'ai deux questions. Oui. La première, l'accès à l'eau. Oui. En 2021, nos populations n'ont pas accès à l'eau potable. Maintenant, quelle politique nos gouvernants doivent mener pour donner accès à l'eau à nos populations? Parce que moi, j'habite Bamako. Je travaille au sein d'une entreprise de forage, une entreprise indienne, bientôt 6 ans, 6 à 7 ans. Je vois que dans certains quartiers de Bamako, tels que Sirakoro, Dialakoroji, pour avoir de l'eau, ce n'est vraiment pas facile. Donc, quelle politique que nos gouvernants doivent mener pour que ces populations aient accès à l'eau? Ça, c'est la première question. Et la seconde, vous avez évoqué dans votre exposé que 60% des personnes qui consomment l'eau de surface viennent de l'Afrique. À Bamako, les entreprises de forage indiennes sont nombreuses et les forages sont faits n'importe comment. Donc, généralement, même si on n'atteint pas la nappe créative, on équipe les forages et on dit que c'est bon. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour arrêter ça? Voici mes deux questions. Merci. OK. Bon, si j'ai bien compris les questions, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour un meilleur accès à l'eau potable en Afrique? Oui. Voilà. D'accord. Du coup, moi, je pense que
l'accès à l'eau potable, ça doit être l'affaire de tous. Il faut une implication de tous. Voilà. On ne va pas juste attendre les gouvernants. Voilà. Je pense que les gouvernants font ce qu'ils ont à faire ou ce qu'ils peuvent faire. Peut-être qu'ils peuvent faire plus. Dans leur politique, ils sont toujours à essayer de rapprocher les sources d'eau potable des populations en faisant creuser des forages, en essayant d'augmenter le nombre de personnes qui ont des branchements privés chez eux à domicile. En tout cas, c'est la politique du ministère de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso. Donc, c'est rapprocher le plus possible les ménages des sources d'eau. Et comme fournir une source d'eau améliorée, ce n'est pas fournir de l'eau potable à un ménage, parce qu'on a vu avec l'expérience des OMD en 2015, il y a un maillon manquant. Un forage peut donner de l'eau potable, mais 98% des ménages qui vont enlever de l'eau dans un forage qui fournit de l'eau potable vont contaminer leur eau pendant le prélèvement, pendant le transport et pendant le stockage. Donc, il y a quelque chose que le citoyen lui-même devrait pouvoir apporter pour compléter l'action du gouvernement. Et c'est dans ce sens-là que nous nous sommes dit que le secteur privé, l'entrepreneuriat en Afrique, peut faciliter l'accès à ce geste-là. Permettre donc aux ménages de traiter leur eau eux-mêmes à domicile. Parce que donner un forage qui fournit de l'eau potable ne suffira jamais. Ça ne suffira jamais parce que l'eau sera toujours polluée dans plus de 90% des cas pendant le stockage, pendant le transport ou pendant le captage. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est d'abord l'affaire de tous. Ensuite, ce que vous dites n'est pas faux. On fait des forages, mais tous les forages ne donnent pas de l'eau potable. Voilà. C'est vrai que pendant 50, 60 ans, pour amener les gens à utiliser les eaux de forage, les sensibilisations des ONG, des associations ont toujours fait croire aux communautés que l'eau de forage était potable. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il est montré que près de la moitié des forages ne donnent pas toujours de l'eau potable. Voilà. Donc, il va falloir un peu plus de rigueur, aussi bien pour les sociétés qui font les forages que pour l'État qui est chargé de faire le contrôle sur donc, le contrôle qualité des eaux de forage et même de la construction du forage. Voilà. Et vous l'avez dit, vous êtes dans la construction des forages. Il vous arrive de ne pas atteindre la nappe phréatique, mais d'installer, d'équiper le forage et de vous en aller. Alors, ici, quelque part, quelqu'un n'a pas fait son travail. Et je pense qu'il faut de façon générale appeler à plus de conscience, parce que personne ne viendra développer l'Afrique à notre place. Voilà, moi, je pense que c'est ce message-là que les jeunes doivent comprendre. Voilà, vous êtes chargé du contrôle d'un forage et vous ne faites pas bien votre travail parce que vous allez prendre, je ne sais pas moi, quelque chose par la main gauche et vous laissez toute une communauté sans accès à l'eau potable. Bon, je pense que c'est des équipements qui sont très chers. Quand on a l'occasion d'en fournir à une communauté, il faut vraiment que chacun y mette du sien pour fournir autant de qualité que possible. Là, c'est vraiment un appel à la jeunesse africaine. Il faut rompre donc avec ces pratiques mafieuses qui ne construisent pas l'Afrique. Voilà, personne ne viendra construire l'Afrique à notre place. Je pense que si vous êtes témoin de ce genre de situation, il faut dénoncer. Vous travaillez dans le milieu, il ne faut pas juste rester passif, quoi. Ça va, vous m'entendez toujours? On entend très bien, oui. Ok, très du bien. coup, Merci beaucoup. D'accord. j'ai répondu à sa question, j'espère. S'il y a qu'à réagir, mais effectivement, c'est un message fort qui lui est adressé, mais à tout à chacun également. J'ouvre le micro de Dianda,
Janda, si vous m'entendez, vous avez la parole. Allô? Allô, oui. Oui. Voilà, la question de contrôle, je disais, revient. Je n'ai pas bien compris. Oh. Janda, on vous a perdu. Allez-y. Vous pouvez reprendre? Janda? Alors, on va lui laisser la parole tout à l'heure. En attendant, Ahmed, si tu veux bien, il y a une question de Diallo Moussa Adama qui demande quelles sont les innovations. Oui. Alors, attendez un instant, Janda. On prend une autre question et puis on revient vers vous, là, comme vous avez bien vu. Il y a une question. Quelles sont les innovations qui doivent être exploitées pour faciliter l'accès à l'eau potable dans les zones rurales? Que peut-on faire? Ça a coupé en même temps, je n'ai pas bien compris la question. Quelles sont les innovations qui doivent être exploitées, promues Oui. pour faciliter l'accès à l'eau potable dans les zones rurales? Que peut-on faire alors? Quelles seraient les solutions? Est-ce que la solution c'est Bilada? Est-ce qu'il existe d'autres solutions? Qu'est-ce que tu en penses? Ok. Alors, quelles sont les solutions pour un meilleur accès à l'eau potable en milieu rural? Il faut dire que aujourd'hui, grâce aux OMD, il y a beaucoup de points d'eau améliorés dans les villages. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de forages, il y a beaucoup de puits à grand diamètre. Donc, il y a de l'eau assez claire, de l'eau d'une bonne turbidité. Maintenant, c'est la question de la contamination microbienne qui se pose. Ce qui fait que la solution serait de permettre aux populations de pouvoir traiter l'eau au point d'utilisation, un traitement antimicrobien. Excusez-moi, il y a une personne qui... Pardon, tu peux fermer la porte? Merci. Excusez-moi pour cette interruption. J'ai oublié de fermer la porte à clé. Alors, donc, je disais donc qu'aujourd'hui, il y a une bonne part de la population rurale qui a accès à de l'eau d'une turbidité qui se prête à la chloration. Donc, on peut promouvoir des produits pour le traitement de l'eau. Il n'y a pas que Bilada. Il y a Suro, il y a WaterGuard, et qui sont des solutions chlorées qui permettent également le traitement de l'eau. Bon, je suis en train de citer des marques. Il y a aussi les pastilles d'Aquatabs qui existent. Il y a plein de solutions comme ça pour le traitement de l'eau au point d'utilisation. Alors, il y a aussi les filtres qui existent, mais les filtres ont leurs limites également. Les filtres peuvent arrêter les grosses bactéries et les protozoaires, mais la plupart du temps, les virus passent à travers les filtres et il est toujours nécessaire de chlorer l'eau après une filtration. La filtration et la chloration de l'eau sont toujours complémentaires. Moi, ce sont ces solutions-là que je recommanderais plutôt que de repartir sur des anciennes solutions qui sont très chères comme porter l'eau à ébullition et autres. Donc, je resterai sur la chloration de l'eau, la filtration qui sont complémentaires pour accompagner donc le milieu rural. Voilà. Excusez-moi pour cette interruption. Il n'y a pas de problème, on continue. D'accord. C'est un format très innovant, Ahmed, de faire ces conférences Zoom avec tous ces publics. Beaucoup de gens sont connectés depuis Bamako et d'autres villes secondaires. On est quand même très content de donner cet accès-là à un maximum de personnes, mais voilà, il faut faire avec les aléas du direct. Voilà, Dianda, la question, on vous entend bien. Allez-y. Bonsoir. Ça. Va bien. Alors, ma question. Allez-y, essayez. Est de savoir, dit la carte que vous avez présentée, Oui. Alors malheureusement, on ne vous entend si... pas. Alors, je vous invite à aller écrire votre question
dans l'espace dédié et puis je la poserai à votre place. Je suis Je suis désolée parce qu'on n'entend vraiment pas la question, hein, n'est-ce pas? Voilà. Oh, je dois désactiver votre son. Maintenant, voilà, j'ai activé le son au niveau du hub de Ségou. Donc, Denis Lab est aussi présent à Ségou. Il me semble que les certains... cartes que monsieur a présentées pour l'accès à l'eau potable en Afrique. Dembélé du hub de Ségou, vous voulez poser une question? Oui. Alors, allez-y. Amélie, vous devez avoir... Bonsoir. 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 Il faudrait qu'il y ait qu'une seule connexion, sinon... Ma question est quels sont les différents traitements pour qu'on puisse appeler les eaux de surface et les eaux souterraines comme eau potable? OK. Alors, je pense que j'ai compris sa question. Il veut savoir quel traitement est-ce qu'il faut appliquer à une eau souterraine ou à une eau de surface pour qu'elle soit potable. Alors, pour les eaux souterraines, en général, elles ont déjà été filtrées traversant donc différentes couches de sol. Et si bien que la plupart des germes sont arrêtés, mais n'empêche qu'il peut y avoir des fissures, des fissurations ou des pollutions environnementales qui peuvent atteindre une nappe d'eau souterraine. Donc, avant de dire que cette eau est potable, quand vous faites votre forage, il faut toujours contrôler la qualité de l'eau. Voilà. Et ce contrôle-là, il doit se faire aussi de façon régulière. Parce qu'une eau peut être potable aujourd'hui et ne pas l'être demain ou après-demain. Voilà. Donc, la seule façon d'affirmer que votre eau de source ou votre eau que vous captez au moyen d'un forage ou d'un puits, c'est de faire procéder à une analyse microbiologique et chimique. Voilà. Parce que la potabilité, elle n'est pas que microbiologique. Vous pouvez avoir une eau sans microbes, mais une eau qui contient de l'arsenic et ça peut être un poison pour vous si vous la consommez. Donc, il n'y a que le contrôle du laboratoire qui va vous permettre de dire si votre eau est potable. Maintenant, pour votre eau de surface, en général, les eaux de surface, là, c'est très visible. Les polluants sont visibles. La couleur de l'eau même témoigne de sa non-potabilité. Alors, les traitements que subit ce genre d'eau, de façon générale, dans les stations de traitement, c'est que ces eaux-là vont passer par des cascades pour être oxygénées afin de faire partir les mauvaises odeurs telles que le fer et puis peut-être d'autres polluants qui vont s'évaporer. Et ensuite, ces eaux-là on va les mélanger avec ce qu'on appelle des coagulants flocculants. Donc, c'est des substances chimiques qui vont permettre de prendre en masse les petites fines particules, ces eaux-là, qui vont permettre donc à ces fines-là de décanter pour que vous ayez en surface de l'eau claire. Et cette eau claire-là est ensuite filtrée, en général sur des lits de sable. Et après la filtration, vous avez de l'eau très peu turbide et il y a une désinfection avec des solutions chlorées qui vont permettre d'éliminer les microbes et qui vont aussi permettre de garder l'eau potable jusqu'à vos robinets. C'est en général ce type de traitement qui est fait en Afrique, mais aujourd'hui, ça ne garantit plus que ces eaux de surface-là soient potables parce qu'il y a d'autres types de polluants qui peuvent traverser, qui peuvent échapper donc à ce traitement classique de l'eau-là. Alors, ce type de polluants, c'est quoi? Ce sont des résidus médicamenteux, ce sont des perturbateurs endocriniens, donc ce sont des métaux lourds qui peuvent donc échapper donc à ce traitement classique-là et se retrouver dans nos eaux de robinet. Voilà, donc je dirais toujours que la meilleure façon de savoir qu'une eau est potable, c'est de faire analyser cette eau-là. Voilà. Donc, c'est une façon de dire aussi que dans nos États, il serait peut-être temps que les politiques pensent déjà
à voir dans nos stations de traitement comment est-ce qu'on tient compte de l'élimination de ces micropolluants-là dans nos eaux. Voilà, et non pas rester avec le système de traitement d'il y a 50 ans que nous retrouvons aujourd'hui dans nos stations de traitement. Il faut aussi évoluer avec cette technique-là. Donc, c'est ce que je peux répondre. Donc, juste pour rebondir, pour ceux qui ne pourraient pas faire étudier leur eau dans un laboratoire, par mesure de précaution, le mieux, c'est de toujours la traiter avant de la consommer, n'est-ce pas? Oui. Effectivement, si vous n'avez pas les moyens de traiter et de contrôler la qualité de votre eau, si vous avez un doute quelconque sur la qualité de votre eau, le mieux, c'est de traiter cette eau-là avant de la boire. Si vous avez un doute quelconque, il faut traiter. Voilà. Les moyens de traitement à votre disposition, voilà. Si c'est de l'eau trouble, vous pouvez laisser décanter, filtrer sur un pagne propre et ensuite vous chlorez. Si vous avez des filtres en céramique, vous pouvez également filtrer, ensuite chlorer avant de consommer. Voilà. Il y a d'autres méthodes que je ne recommande pas forcément, mais ça va dépendre des situations où vous êtes. Vous pouvez faire aussi porter de l'eau à ébullition, laisser refroidir avant de boire. Voilà. Donc, c'est des possibilités, voilà, que vous pouvez mettre en œuvre. Merci beaucoup pour ces conseils. Je voulais savoir, Dembélé, s'il y avait une autre question au niveau de ses goûts. Alors, comme je n'ai pas de réponse, j'ouvre le micro de Lassina Dembélé. Vous avez levé la main, Lassina. Vous avez la parole. Allô? On vous entend. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, Lassina, Bonsoir. allez. Ah, ok. Ma question, c'est quoi? Actuellement, au Mali, on voit il y a fourrage partout. On fait des fourrages partout, n'importe comment au Mali ici. Donc, en fait, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible de connaître un fourrage qui est bien creusé ou bien pas, ou bien si c'est un bon fourrage ou pas? J'aimerais savoir ça, si c'est possible de connaître ça. C'est ma question. Très bonne Ok. question. Ahmed, je sais que tu n'es pas un spécialiste du forage. Mais si tu as une réponse Très à bonne apporter. question. Alors, est-ce qu'on peut voir un forage à vue d'œil et savoir si c'est un forage qui est bien construit? Alors, en général, je pense que dans chaque pays, il y a des normes, il y a des règles. Par exemple, chez nous, avant d'équiper un forage, lorsqu'on fait la foration, il faut s'assurer que ce forage a un bon débit. C'est-à-dire qu'il doit être capable de fournir au moins 0,7 mètres cubes par heure. Mais ça, ce n'est pas en regardant le forage que vous allez savoir. C'est au moment de la foration que vous allez mesurer l'arrivée d'eau et savoir quelle est la capacité de votre forage. Maintenant, regarder un forage et savoir si c'est un bon forage, ça va être difficile. Et si ce forage délivre de l'eau, peut-être en regardant la superstructure aussi, parce qu'un forage doit être aménagé. Si vous avez un forage qui n'est pas bien aménagé, vous avez des eaux sales tout autour, vous avez des insalubrités tout autour. S'il y a des sources de pollution à côté du forage, bon, je pense que c'est des raisons qui peuvent vous faire choisir un autre forage plutôt que ce forage-là. Voilà, si votre forage est à moins de 30 mètres je ne sais pas moi, d'une décharge, vous avez une latrine en amont à moins de 15 mètres, il y a de fortes chances que ces ouvrages-là puissent polluer la qualité de votre eau. Donc, si c'est juste au regard, c'est vraiment regarder l'environnement, l'implantation du forage. Est-ce que vous avez une bonne superstructure? Est-ce que vous n'avez pas trop de polluants autour du forage? C'est ce que vous pouvez faire. Maintenant, en dehors de ça, je ne vois pas comment vous pouvez regarder un forage et puis dire oui, c'est un forage qui est bien fait. Ce sont déjà de bons conseils, en tout cas des choses à regarder. Et puis, il me semble aussi que lorsqu'il y a des activités d'orpaillage ou des activités minières, il y a aussi beaucoup Voilà, c'est une source de pollution. Là,
la pollution est quand même très, très sévère, n'est-ce pas? Je ne vous entends pas. Je ne t'ai pas entendu, hein, Elodie. Ça a grésillé là. Je désactive ma vidéo parce que je vois que ma connexion n'est plus très bonne. Ok, c'est ma connexion qui n'est plus Je bonne. demande au niveau du hub de Ségou. Oui, j'ai vu que nom qui a relevé la main par rapport au forage. Oui, je voulais Je ne un sais pas peu si Ali est ajouter. là aussi, hein, peut-être pour me seconder. Allez-y. Allez-y, Siaka. Voilà, le contrôle du forage se fait pendant et après la foration. C'est ce que je voulais dire. Par exemple, lors de la foration, il faut s'assurer que vraiment le forage a atteint la nappe et un bon débit, comme M. Arthur l'a si bien dit. Et après ça, il faut équiper le forage avec les tuyaux, les PVC. Et après ça, il faut bien souffler le forage. On fait le gravillonnage et après ça, il faut bien souffler. Parce que si le forage n'est pas bien soufflé, c'est comme si vous buvez l'eau de la mare ou bien une eau sale. Il faut enlever cette saleté. Et après ça, il faut prendre une quantité de l'eau pour amener pour l'analyse chimique au niveau d'un laboratoire. Je voulais juste ajouter ça. Merci beaucoup pour ces précisions. C'est très important de le souligner. Il y a Diallo Moussa Adama qui dit, si je comprends bien, les produits Bilada, c'est des produits de traitement d'eau et non de l'eau potable, n'est-ce pas? C'est bien cela? C'est bien ça. Nous ne vendons pas de l'eau potable. Nous vendons des solutions chlorées pour traiter l'eau. Le demi-litre de la solution Bilada permet de traiter 2000 litres d'eau ayant une turbidité inférieure à 20 MTU. C'est-à-dire que avec un flacon de Bilada, vous pouvez traiter et obtenir 2000 litres d'eau potable. Donc, vous imaginez si vous deviez prendre 2000 litres en sachet d'eau ou en bidon d'eau, la quantité de sachets, de bidons que vous envoyez dans la nature, en termes de pollution, ça fait beaucoup. Donc, tout à fait. Bon, comme il y avait cette question, je trouvais important de préciser. Et donc, Ahmed, je connais un petit peu ton entreprise aussi et je sais que avec tes compétences, tu as su te diversifier aussi, notamment pendant cette crise sanitaire. Et donc, tu as utilisé ton savoir-faire, tes équipements pour proposer un autre produit sur le marché. Est-ce que tu peux nous en parler et juste voilà, pour montrer à quel point il y a beaucoup d'innovations possibles et que c'est possible au Burkina et très certainement au Mali de proposer des produits pour potabiliser l'eau, mais aussi pour la désinfection et donc pour toujours la meilleure santé des populations. D'accord. Alors, il faut dire qu'avec la crise sanitaire mondiale, nous avons essayé de répondre à la demande parce qu'il y a eu une flambée des besoins en produits de désinfection. Et malheureusement, comme les pays d'où nous avions l'habitude d'importer ces produits-là ont fermé leurs frontières pour des raisons de crise sanitaire, il y a eu un manque. Donc, il a fallu produire sur place. Et du coup, nous avons produit des solutions hydroalcooliques en suivant le protocole de l'OMS pour répondre aux besoins des populations de faire la friction hydroalcoolique des mains. C'est un produit que nous avons rendu disponible et qui s'est très bien vendu en son temps. Et nous avons également produit sur place de l'eau de Javel ordinaire, comme ce qu'on trouve sur le marché. Alors, il faut dire que la plupart du temps, l'eau de Javel est toujours importée. Vous avez Madar, La Croix qui viennent des pays extérieurs. Alors, nous avons produit sur place notre eau de Javel. Nous avons, par exemple, sorti la Javel 10. Je ne sais pas si c'est visible. Oui. C'est produit au Burkina Faso.
Et nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous pensons qu'il y a bien d'autres besoins en désinfectants. Nous sommes en train de travailler sur ces formulations. Nous pensons donc à faire de nouvelles formulations des désinfectants à main pour désinfecter les surfaces. Ce sont les projets en cours. Et vraiment, cette crise, quoi qu'on dise, elle a montré que les Africains devraient apprendre aussi à compter sur eux-mêmes en matière donc, de production. Et c'est une façon de dire que le champ, il est ouvert, il est large. Ce n'est pas seulement au niveau de la désinfection que les jeunes peuvent se lancer. Il y a aussi le secteur de l'assainissement que nous n'avons pas abordé ce soir. Par exemple, vous avez des latrines qui se construisent, mais où vont ces bouts de vidange après? Quand on vide une latrine, où est-ce que ça va? Est-ce qu'on attend qu'il pleuve pour sortir les bouts de vidange jetés dans les eaux qui ruissellent? Ça, c'est des secteurs, par exemple, qui sont ouverts et qui pourraient donc être des pistes d'entrepreneuriat pour la jeunesse, quoi. Je pense qu'en matière d'hygiène et d'assainissement, il y a beaucoup à faire en Afrique et il va falloir le faire parce qu'on ne va pas y échapper avec une population qui augmente, une urbanisation qui se fait sans que les moyens d'assainissement le suivent. Il est certain que si nous ne faisons rien, nous allons nous retrouver dans des crises sanitaires régulières et graves, comme on le voit déjà dans certains pays, dans certaines villes d'Inde ou du Pakistan, où le choléra est quasiment endémique. Donc, je pense que la COVID-19 a montré encore plus que jamais que l'hygiène est notre meilleure arme contre la maladie. Et moi, je pense que si les jeunes veulent bien ouvrir l'œil, il y a beaucoup à faire dans ce secteur-là. Effectivement, il y a beaucoup à faire. Et puis, on détaillera ces questions d'assainissement vendredi dans une autre conférence dédiée, mais de toute façon, tout cela est lié et on ne peut pas parler d'eau potable sans parler de bons dispositifs d'assainissement. J'ouvre le micro de Mantier Doumbia. Vous m'entendez, Doumbia? Oui, je vous entends très bien, Elodie. Bonsoir. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Très bien. Ah, ok. Merci beaucoup au conférencier du jour, Ahmed Arthur, pour cette belle conférence qui est vraiment pleine d'enseignements. Alors, j'aimerais savoir, vous qui êtes les acteurs du secteur de l'eau, j'aimerais savoir s'il y a une synergie autour de ce secteur, parce que je pense que le secteur de l'eau a un trait beaucoup plus social. Je pense que c'est juste le ressort de l'entrepreneuriat social. Alors, vu que la majeure partie de nos populations sont illettrées, comme vous venez si bien de le dire, il ne suffit pas de faire des forages, mais il faut aussi traiter l'eau que nous allons consommer. Or, nos populations sont illettrées et ne savent forcément pas comment s'y prendre. Alors, vous, en tant qu'acteur du secteur privé, ou bien même du secteur public, j'aimerais savoir s'il y a une synergie, s'il y a une action synergique autour du sujet pour que le secteur de l'eau puisse être beaucoup plus inclusif et que l'impact soit beaucoup plus grand pour la population, bien sûr. Okay, merci beaucoup. D'accord. Merci pour cette question. Il faut dire que le privé dans le secteur de l'eau, ce que l'on connaît, la part du privé, c'est peut-être les entreprises de forage ou les fermiers qui reprennent les forages à haut débit pour gérer. C'est en général à cela que se résume l'intervention du privé. Et le reste, c'est les ONG, c'est l'État qui vote des budgets, qui construisent des forages et se retire en mettant parfois des comités de gestion qui sont censés être la part de participation des communautés. Bon, les communautés de gestion qui ne fonctionnent pas toujours très bien, même si certains aussi fonctionnent bien. Alors, c'est un service social parce que c'est quand même un droit, je dirais, inaliénable pour l'homme, le droit à l'eau. Donc, ce qui fait que c'est quand même assez délicat. Et nous, en nous lançant dedans,
vous l'avez dit, c'est de l'entrepreneuriat social. Entrepreneuriat social parce que notre premier objectif, ce n'est pas de faire des chiffres d'affaires, ce n'est pas de faire des millions, c'est de contribuer à améliorer l'accès à l'eau. Donc, nous nous lançons dedans dans un contexte où 28% de la population que nous avons enquêtée ne fait pas de lien, il n'y a que 28% de la population que nous ciblons qui font le lien entre leur maladie et leur eau de consommation. Voilà. Pour les autres, on a dit l'eau de forage, c'est bon, ils boivent l'eau de forage. Et la plupart d'entre eux ne sont pas prêts à dépenser pour traiter leur eau. Ils préféreraient que ce soit le gouvernement qui vienne le leur donner gratuitement. Parce qu'ils sont habitués à recevoir des forages gratuits. Et quand vous venez leur dire aujourd'hui de dépenser de l'argent pour acheter un produit pour traiter l'eau, ils ne sont pas vraiment enclins à cela. Donc, c'est pour ça que nous avons fait notre modèle économique en visant seulement 3% de la part du marché. Voilà. Donc, ce n'est vraiment pas un secteur facile, mais ce n'est pas parce que c'est facile qu'il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est important. Voilà. C'est comme je vous l'ai dit tantôt, dans 10, 20 ans, si rien n'est fait, nous allons faire face à des crises sanitaires graves. Et nous, on s'est dit qu'il ne faut pas juste être attentiste, il faut commencer à inculquer ces habitudes-là chez les populations. Donc, notre façon d'intervenir en tant que privé, c'est ramener le consommateur à sa place d'acteur pour l'accès à l'eau potable. Voilà. Donc, c'est nouveau. C'est nouveau, en tout cas dans mon pays. Je sais que dans d'autres pays, déjà, comme en Guinée, il y a par exemple Tankiso en Guinée qui fait la même chose. Mais au Burkina Faso, nous sommes les premiers. C'est un chemin, c'est un sentier qu'il faut débroussailler. En tant que pionnier, ce n'est pas toujours facile. Et même pour se faire accepter, se faire reconnaître, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et Bilada aujourd'hui espère et attend cette synergie dont vous parlez là. Nous attendons vraiment que, avec le ministère de la Santé, le ministère de l'eau et de l'assainissement, on accepte que le traitement de l'eau au point d'utilisation peut réduire près de la moitié des maladies diarrhéiques chez les enfants et qu'on permette, par exemple, d'utiliser des canaux de distribution plus efficaces comme les centres de santé et pour les produits Bilada, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, ça existe. Il y a des produits importés qui sont distribués par les centres de santé. Et pourquoi pas accepter aussi que les acteurs privés locaux puissent intégrer cette chaîne-là. Donc, c'est un travail qu'il faut consolider. Et nous savons que ça ne va pas être facile, mais nous sommes sur le terrain, nous sommes déterminés parce que nous savons que ce que nous faisons est bien. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, la synergie, nous l'attendons. Et je ne dirais pas qu'il n'y a pas de synergie, mais les gens ont tendance à être sur des chemins tracés. Et nous sommes en train de sortir des chemins tracés. Voilà. C'est peut-être ça la difficulté qu'il y a. Merci pour ces très bonnes questions et ces réponses qui nous invitent tous à se questionner sur ce qui doit être fait. Effectivement, il y a un plus grand marché, mais ce n'est pas pour cela qu'il est facile de pouvoir répondre aux besoins de ces populations. Je rouvre le micro au niveau du hub de Ségou, Dembélé. Allez-y pour une question. Bonsoir. Bonsoir. Suivant votre conférence depuis Ségou, pour moi, c'est Cheikh Traoré, étudiant à la faculté agronomie et médecine à l'université de Ségou, filière hydraulique agricole. Moi, j'ai deux questions à vous poser. La première, quelle différence existe-t-il entre l'eau minérale et l'eau potable? Ont-ils les mêmes sources? Bon, la deuxième question, est-ce qu'on peut transformer l'eau des fleuves comme l'eau potable en eau potable, si possible? Okay.
Alors, quelle différence nous faisons entre l'eau minérale et l'eau potable? D'accord. Alors, très bonne question. L'eau minérale. L'eau minérale n'est pas forcément de l'eau potable. Ça, c'est ce que je vais dire déjà. Alors, l'eau minérale, c'est de l'eau de source. C'est de l'eau souterraine en général. D'accord? C'est de l'eau qui est potable sans avoir subi de traitement. D'accord? Donc, vous prenez la source d'eau potable dans le sol, dans la nappe souterraine, ou bien c'est une source d'eau jaillissante, et vous n'avez besoin de faire aucun traitement sur cette eau-là. Vous en doutez, c'est de l'eau minérale. Maintenant, si vous êtes obligé de traiter cette eau-là, elle n'est plus naturelle, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sels minéraux dedans. Voilà, c'est peut-être juste une définition, une acceptation qui fait qu'on dise l'eau minérale, c'est de l'eau naturelle, qui fait que l'on dit que c'est de l'eau qui n'a pas subi de traitement. Sinon, les eaux de fleuve, les eaux de surface qui sont traitées, il y a aussi des sels minéraux à l'intérieur, là-dedans. Donc, c'est dire que il y a par exemple des systèmes de traitement qui permettent de prendre une eau, de la déminéraliser complètement, c'est-à-dire qu'on retire tous les microbes, les sels minéraux, et ensuite on reminéralise. Il y a des sociétés qui font ça ici et qui revendent donc ces eaux-là en bouteille. Donc, c'est de l'eau minérale aussi. Maintenant, on dira que ce n'est pas de l'eau minérale naturelle, parce qu'il y a des sels minéraux dedans, c'est de l'eau reminéralisée. Donc, moi, je pense que de façon générale, si on part sur la base que l'eau, elle est minérale parce qu'elle contient des sels minéraux, alors la plupart des eaux potables sont des eaux minérales. Parce que sans les sels minéraux, cette eau-là ne serait pas buvable. Si vous retirez les sels minéraux de l'eau, vous obtenez de l'eau pure. Et cette eau pure-là, l'eau H2O, elle n'est pas propre à la consommation. Ce n'est pas de l'eau potable. Donc, est-ce qu'on peut rendre l'eau d'un fleuve potable? On avait abordé la question tout à l'heure. On a dit que c'est de l'eau de surface. Donc, il faut réoxygéner cette eau-là. Ensuite, il faut laisser décanter. On facilite la décantation en rajoutant des coagulants floculants qui vont permettre de faire tomber les films pour ensuite filtrer sur sable avant de désinfecter pour rendre potable. Et comme je l'ai dit, ce traitement classique-là mériterait peut-être que l'on s'assure aussi qu'il n'y a pas de micropolluants comme des résidus médicamenteux, des perturbateurs endocriniens qui pourraient venir, donc les huiles de vidange qui sont déversées par les mécaniciens dans les fossés et autres. Donc, c'est de voir vraiment, s'assurer qu'il n'y a pas de micropolluants. Donc, en clair, l'eau minérale, selon mon acception, si c'est de l'eau qui contient donc des sels minéraux, l'eau potable est forcément minérale, mais l'eau minérale n'est pas forcément potable. Voilà. Maintenant, vous avez des eaux minérales naturelles, et puis vous avez des eaux minérales reconstituées. Voilà. C'est ça la différence que je peux expliquer. Ça va aller? Il me semble qu'il y avait une deuxième question. Il a demandé si les eaux de fleuve pouvaient être traitées. Oui. Oui, et je disais qu'on avait déjà répondu à cette question en expliquant tout à l'heure qu'il fallait prendre les eaux de surface, les oxygéner, et puis faire la floculation, coagulation, laisser décanter, filtrer, et puis désinfecter. Voilà, d'accord. C'est ce que la plupart des stations de traitement d'eau publique font ici, en Afrique. D'accord, très bien. On aura posé énormément de questions. Ça a été de très bons échanges à partir de l'expérience concrète d'entrepreneurs que tu as bien voulu partager avec nous, Ahmed. C'est vrai que les challenges sont encore nombreux, mais on a vraiment compris pourquoi il était urgent d'entreprendre dans ce secteur et à quel point
il y a aussi de la place pour d'autres acteurs qui voudraient réussir à apporter leur contribution pour solutionner ces problèmes qui sont déjà assez dramatiques et qui risquent d'être accentués à l'avenir, vu qu'on ne règle pas les problèmes d'accès à l'assainissement et qu'en plus, l'accès à l'eau risque de se raréfier et la ressource en eau même d'être de plus en plus dégradée, vu l'utilisation qu'on en fait et tous les contaminants qui rentrent en jeu. Je pense que ceux qui souhaitent approfondir le sujet trouveront beaucoup de ressources sur Internet pour aller plus loin. Et donc, on vous encourage vraiment à essayer d'imaginer les entreprises de demain qui pourraient réussir à relever cet enjeu au Mali ou ailleurs. Merci beaucoup pour cet échange. Je te laisserai juste un petit mot de la fin avant de conclure, hein, même si beaucoup de messages très forts ont déjà été transmis. Je voulais dire aux participants que malheureusement, demain, nous ne pourrons pas avoir la conférence de Sanouva, puisqu'il m'a informé tout à l'heure qu'il n'allait pas pouvoir la tenir pour des raisons personnelles, donc il s'excuse. Et donc, la prochaine conférence sera donc seulement vendredi avec l'ONG Borda Africa, qui travaille au plus proche des communautés pour travailler sur les questions d'accès à l'assainissement. Donc, à travers leur expérience, on pourra aussi avoir vraiment un bel échange, je pense, sur les enjeux et ce qu'il est possible de faire. C'est une association Entreprendre pour là aussi trouver des idées. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je laisse juste un petit mot, encore la parole à Ahmed, que je remercie énormément pour ce partage d'expérience. Un petit message pour les participants peut-être? Bon, c'est moi qui vous remercie déjà de m'avoir associé à cette activité. Je suis très content. J'espère que ma modeste contribution aura permis d'apporter quelque chose à ceux qui ont écouté. Et en tout cas, moi, le message que je donne à la jeunesse africaine, c'est que si chaque Africain fait briller le peu d'Afrique qui lui est confié, c'est toute l'Afrique qui va briller. Et je pense qu'il faut vous donner à fond. Personne ne le fera à notre place, quoi. Voilà. Vraiment, merci encore. Je souhaite bon vent à ceux qui vont donc décider d'entreprendre pour apporter des solutions aux problèmes africains. Merci. Merci. Effectivement, nous espérons que vous serez nombreux à entreprendre et la semaine prochaine, on donnera la parole à certains d'entre vous. Vous avez déjà été nombreux à nous faire part de votre projet d'entrepreneuriat vert, d'entrepreneuriat pour lutter contre les changements climatiques. Et donc, on sera très heureux de vous donner davantage la parole. En tout cas, merci encore à tous les participants pour toutes ces questions, ces échanges. Et donc, je vous dis à vendredi et vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir à tous. Au revoir.